D'abord, peut-être, pour vous, que vous compreniez chez vous, reprendre les choses une par une, avec le déroulé de cette funeste journée de vendredi dernier, jour de la disparition de Liana. Les enquêteurs se penchent sur un créneau d'1 heure et demie entre le soi-disant dépôt de la jeune fille devant la piscine et la fête de l'école d'une des filles du principal suspect. Retour sur ce qu'on sait du déroulé de cette journée avec vous, Mathilde Moreau. Oui, tout à fait. Tout commence à 15h lorsque Liana quitte son collège de Fleurance. Elle devait pourtant en sortir qu'à 17h. Dans ce collège, quelques minutes après, elle monte à bord d'un véhicule, celui de Jérôme Barella. Jérôme Barella qui, dans un premier temps, nie devant les enquêteurs avoir récupéré la jeune fille. Mais face aux vidéos de la vidéosurveillance, il ne peut plus nier. Il avoue donc avoir récupéré la jeune fille et l'avoir déposée quelques kilomètres plus tard à la piscine donc de Fleurance, à seulement 2 kilomètres. C'est environ 5 minutes en voiture. Il affirme alors que c'était la dernière fois qu'il avait aperçu la jeune fille. Ensuite, les faits se déroulent à Montestruc-sur-Gers, un village voisin qui se situe à seulement 7 kilomètres de Fleurance, une dizaine de minutes en voiture. Des témoins affirment alors l'avoir vue à 18h30 à la fête de l'école de cette commune de Montestruc-sur-Gers, donc qui aura duré cette fête jusqu'à 20h. Alors que s'est-il déroulé entre 15h et 18h30 selon plusieurs médias, Le Parisien, La Dépêche du Midi? L'homme déclare s'être rendu à 16h30 dans cette école élémentaire où se trouve sa jeune fille, sa fille cadette, donc à Montestruc-sur-Gers. Mais alors, que s'est-il déroulé dans ce laps de temps? Là, c'est ce que devront répondre les enquêteurs qui continuent bien évidemment cette enquête. Merci beaucoup Mathilde Moreau pour toutes ces précisions. Philippe Zdankiewicz, justement, vous êtes spécialiste de ce genre d'enquête. On resserre comme ça petit à petit en fonction de ce qu'on apprend au fur et à mesure. Et là, on est vraiment sur ce créneau d'1 heure et demie pour ce principal suspect. Oui, tout à fait. Permettez-moi de faire une petite parenthèse, parce que depuis hier, je suis blessé et vraiment peiné de voir qu'on tire à boulet rouge sur la gendarmerie et le travail. Moi, Alors, je voudrais si vous simplement dire permettez, que le oui, on n'en travail... est pas, Oui, là encore. On va y ouais. venir aux défaillances potentielles. D'accord. Mais simplement, juste Oui. sur ce créneau, précisément, c'est comme ça qu'on travaille. Effectivement, on resserre par rapport à ce qu'on arrive à recouper. Oui, alors excusez-moi, oui. Eh bien, alors ce créneau, oui, on resserre énormément dans le laps de temps où il y a quelque chose qui s'est passé et où on n'a pas de notion de précision, parce que il y a les dires de la personne qui a été chercher sa fille, mais il faut vérifier la véracité des faits, évidemment, et ce qui s'est passé. Quand on a un laps de temps où on ne peut pas expliquer, il faut absolument resserrer dans le sens de renseignement, parce qu'il va falloir contacter beaucoup de personnes et voir où il a été vu. Et ensuite, avec évidemment le système véhicule et bornage téléphonique, on peut réussir à trouver ce qui s'est passé et où il a été. Effectivement, et ça nous en apprend beaucoup au fil des jours, donc sur son parcours, son trajet dans cette journée. Depuis, en tout cas, les recherches s'intensifient au nord d'Auch et de Fleurance. Tout est passé au crible à grand moyen de renfort. Près de 170 gendarmes aujourd'hui, des chasseurs, des pêcheurs, des cavaliers aussi qui fouillent un périmètre élargi. Et c'est vous qui suivez ces opérations de recherche pour France Info. Sophia Dolé, bonjour, vous êtes sur place depuis plusieurs jours maintenant. Des recherches pour l'heure toujours infructueuses. Salut. Oui, effectivement, et les recherches ont repris aux premières heures ce matin. Alors, si nous nous trouvons ici, ce n'est pas par hasard. Il y a derrière moi un étang. Nous sommes à quelques kilomètres à peine de Fleurance. Et actuellement, il y a des plongeurs de la gendarmerie qui sont en train de sonder le fond de cet étang. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est un travail extrêmement minutieux qui va prendre plusieurs heures. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'eau est trouble, il n'y a aucune visibilité. Et puis, pour être sûr qu'il n'y a pas d'objet ou éventuellement un corps, 4 gendarmes plongeurs sont les uns à côté des autres et vont littéralement tâter chaque centimètre de fond de cet étang. En parallèle de ça, et malgré les conditions climatiques qui se sont dégradées aujourd'hui, il y a des zones boisées qui sont inspectées aujourd'hui, et puis il y a également des cavaliers bénévoles qui sont venus prêter main forte à la gendarmerie, qui sont en train également de balayer des zones qui sont inaccessibles par exemple aux engins motorisés, et puis les cavaliers ayant une hauteur de vue par rapport à quelqu'un à pied peuvent aussi examiner le terrain. Il y a toujours sur place plus de 170 membres des forces de l'ordre qui sont mobilisés dans ces recherches. Le dispositif reste inchangé et reste aussi conséquent que les jours précédents.
Merci beaucoup, Sophia Dolé sur place avec Nicolas Hauer. 7e jour de recherche et l'étau qui se resserre autour du principal suspect, Jérôme Barella, qui est mis en examen pour enlèvement et séquestration en détention provisoire. À l'heure où on se parle, c'est un homme de 41 ans. C'est le père d'une amie de Liana. Et pour l'instant, Noémie, ce qu'on sait en tout cas de sa manière de se comporter, c'est qu'il est plutôt mutique. Il dit assez peu de choses. Alors, il a parlé en garde à vue. Il a parlé puisque ses déclarations ont été jugées imprécises et incohérentes par la procureure de la République d'Auch. Notamment le fait d'abord d'avoir nié avoir fait monter Liana dans sa voiture et puis face aux éléments de preuve matérielle de vidéosurveillance, il l'a reconnue et il explique l'avoir déposée 2 kilomètres plus loin devant la piscine de Florence qui était donc fermée vendredi après-midi. Donc on ne sait pas effectivement précisément ce qu'il a dit, mais il a parlé pendant la garde à vue. En revanche, on sait... Et là encore, c'est le procureur d'Agen qui nous l'indique, qu'à partir du moment où il a été déféré, c'est-à-dire présenté à un juge d'instruction, une fois que l'information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte, eh bien là, il n'a plus souhaité s'exprimer, c'est son droit. Ça a peut-être même été un conseil de ses avocates de garder le silence. Mais donc, effectivement, on a à ce stade quelqu'un qui ne coopère pas avec la justice. Et puis maintenant, il n'est plus entre les mains en permanence. Vous avez ce temps de la garde à vue où pendant 48 heures, vous êtes à la main des gendarmes et vous pouvez être interrogé à de nombreuses reprises. Vous n'êtes pas interrogé pendant 48 heures, mais bon, vous allez en cellule, on vient vous chercher, on vous pose des questions. Et c'est un temps souvent très précieux pour les enquêteurs qui tentent d'obtenir le maximum d'informations pendant ce temps-là. Il n'a pas craqué, si c'est bien lui qui est à l'origine de l'enlèvement de Liana. Il n'a pas craqué et maintenant il est en prison, en détention provisoire. Il sera entendu à nouveau par le juge d'instruction, mais c'est pas non plus tous les jours qu'on rencontre le magistrat instructeur. Maître, c'est vrai, il a le droit de garder le silence, mais sa défense est mise à mal par le fait que la piscine était fermée. C'est sans doute ce que lui ont conseillé ses avocats de se comporter de cette manière. Impossible de savoir ce qui s'est passé entre M. Barella et ses avocats. Et vous ne le saurez jamais. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu mal parti pour sa défense, parce qu'effectivement, il a apparemment menti une première fois, et c'est pas n'importe quel type de mensonge, puisque quand vous avez une jeune de 11 ans qui a disparu, on se doute bien, enfin j'essaye de me mettre à la place de M. Barella, qu'il a des explications à fournir le plus rapidement possible, et si possible en disant la vérité. Donc déjà, il se met dans un Ça jette piège. la suspicion, déjà. Ah ben, ça jette énormément de suspicions, d'autant plus que, effectivement, on l'apprendra après. Il y avait déjà un certain nombre d'antécédents judiciaires qui faisaient qu'il était, j'allais dire, le suspect numéro 1. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On va revenir sur ces antécédents judiciaires dans un instant, mais dans ce temps-là, on continue d'entendre d'autres personnes, des témoignages, sans doute des habitants aussi, des habitants qui doivent relire aussi sans doute les derniers moments, les moments qu'ils ont pu passer avec ce principal suspect, s'ils l'ont croisé, etc. On imagine aussi que c'est de témoignages à prendre avec beaucoup de pincettes. Ah oui, bien sûr, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, mais sur un plan psychologique, c'est intéressant parce que finalement, il est aussi beaucoup question de clivage, ne pas l'oublier. Le clivage, qu'est-ce que c'est ? C'est un mécanisme de défense qui consiste à préserver une partie de sa personnalité, une façade en quelque sorte, et de manière à ne pas s'effondrer. Et parfois, les auteurs de crimes, et notamment de crimes sexuels, sont très clivés, c'est-à-dire ils peuvent tout à fait ne pas même avoir conscience de leurs actes, s'être persuadés en quelque sorte de l'impossibilité d'avoir commis l'acte, alors que ce sont eux les criminels. Et ce qui rend les interrogatoires d'autant plus éprouvants et d'autant plus difficiles, parce qu'il s'agit de percer la cuirasse et de faire en sorte que la personnalité s'unifie au nom de l'aveu. Alors, on verra si c'est ce qui se passe dans ce cas de figure. Rappelons effectivement le passif judiciaire, en tout cas, de cette personne, de Jérôme Barella, qui était dans le viseur finalement de la justice, Noémie, depuis une dizaine d'années.
Il était dans le viseur, et en même temps, à chaque fois, les procédures avaient été classées. Avorté, mais ouais. dans le temps de la garde à vue, il y a eu effectivement les déclarations qu'il a pu faire et qui ont intrigué, mais il y a aussi qu'on a réalisé qu'on était sur le profil de quelqu'un qui, effectivement, avait déjà fait l'objet de signalement et de plainte. Un signalement en 2017. On va revoir la chronologie, d'ailleurs. Fait par une mère d'une adolescente de 17 ans qui indique que sa fille a une relation qu'elle estime, elle, inappropriée avec un homme de 31 ans. À l'époque, la jeune fille, notamment, est entendue par les gendarmes. Elle leur dit que cette relation est consentie. Et donc, là, il y a un classement sans suite parce qu'on estime qu'il n'y a pas de problème d'absence de consentement. Ensuite, on a effectivement, en 2021, pour des faits, le licenciement. Il était agent d'entretien dans un lycée. Là encore, il est licencié pour avoir entretenu une relation inappropriée avec une lycéenne. Ce qu'on ne sait pas, là, c'est si le chef d'établissement avait fait un signalement au nom de l'article 40, qui, normalement, oblige toute personne, tout fonctionnaire, notamment qui aurait connaissance d'un délit ou un crime, à le signaler à la justice. On ne sait pas si la justice a été informée à l'époque de ces faits-là. Parce que c'est la région Occitanie qui l'a écarté de ses fonctions, et la région aurait pu aussi faire ce signalement. Le signalement aurait pu être fait par toute personne ayant connaissance à l'époque de ces faits. Ensuite, vous avez une plainte de 2022. Là, on est sur des faits, on franchit encore une étape, puisqu'on est une plainte pour viol sur mineur de 15 ans, on est une enfant de 7 ans. Et là, classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'à l'époque, les enquêteurs n'ont pas réussi à recueillir suffisamment d'éléments de preuve pour étayer les déclarations de cette petite fille. Donc, l'infraction, c'était quoi ? C'était viol. Oui, c'est ça. C'était un viol sur une enfant. Et donc, au jour d'aujourd'hui, Jérôme Barella a un casier judiciaire vierge. Il faisait l'objet d'une plainte, là aussi, en cours, dont on va parler ensuite, la plainte d'août 2025, mais là encore, il n'avait même pas été entendu dans le cadre de cette plainte. Donc, il y a effectivement tous ces signalements, ces plaintes déposées. Mais il n'a pas été entendu, pas interrogé pour cette plainte de 2025. C'est arrivé sur le bureau de la gendarmerie qu'en janvier dernier. Alors là, la plainte de 2025, on le voit, déposée en août dernier, le 22 août, par la mère d'une amie de Liana. C'est traité puisque 5 jours après, cette petite fille est entendue par les gendarmes dans le cadre du protocole Mélanie. Donc, on l'interroge. Mais ce qui va se passer, c'est que la plainte est déposée et c'est d'abord le parquet de Toulouse qui supervise, puis le parquet se dessaisit au profit du parquet d'Auch, puisque le domicile dépend du parquet d'Auch. Et là, on a des délais qui interrogent. Et c'est pour ça qu'il y a une enquête administrative qui a été diligentée. Pourquoi ça met autant de temps à être transmis ? Le parquet d'Auch reçoit cette plainte visiblement fin octobre et demande début janvier aux gendarmes de poursuivre les investigations, d'entendre plus de témoins, de faire peut-être des recherches de téléphonie, et à l'issue, de placer Jérôme Barella en garde à vue, mais on n'était pas encore arrivé à ce moment-là. Il y avait eu un examen. Et là aussi, un examen médical dont on a parlé ces dernières heures et qui prouvait qu'il y avait eu des traces, des éléments qui pouvaient laisser penser qu'il y avait eu des attouchements ou une agression sexuelle. Donc c'est quand même pas rien. Et qu'on comprenne bien, maître, le suspect est toujours entendu en dernier dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on va glaner tous les témoignages, les recouper, et à la fin, il est interrogé pour pouvoir justement répondre de ce qui lui est reproché. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est comme ça que ça se passe. Mais non. Je veux dire, j'ai entendu la procureure de la République quand elle a pris la parole pour expliquer ce qui se passait, et elle a annoncé ça comme une vérité d'évangile, que quand vous avez un suspect, vous laissez durer le temps de recueillir... Et c'est pas votre expérience ? Ouais. Non, moi j'étais quand même magistrat pendant 46 ans, ensuite j'étais avocat. Non, il n'y a aucune règle, ni dans le code de procédure pénale, ni dans les manuels de déontologie, ni dans ceux de la pratique. Vous pensez bien qu'il n'y a pas une affaire d'agression sexuelle ou de viol qui se déroule de la même façon. Donc il aurait pu être entendu ces 5 derniers mois. Mais il aurait dû. Oui, ça, il aurait pu. Ce genre de propos, d'idées, est vieillotte, j'allais dire. Ça repose sur une idée qui est complètement dépassée, qui est celle de l'aveu. Voilà. Et effectivement, l'idée, c'est que, comme le gars ne va pas craquer tout de suite,
on va attendre d'avoir suffisamment d'éléments pour, au moment de la garde à vue, tout d'un coup, pouvoir les lui opposer. Voilà, des éléments qui vont le faire craquer. Mais c'est faux. Ça peut arriver. Mais en aucun cas, c'est une méthode ni qui est pratiquée, ni qui est enseignée. Ouais. Donc, vous pouvez très bien voir, surtout dans des affaires qui mettent en cause des mineurs. C'est ce qu'a dit la procureure, hein. C'est pour ça qu'on se permettait de répercuter en tant qu'ancien magistrat, oui, vous avez raison avoir une opinion radicalement différente. C'est ce qu'elle dit, effectivement. En gros, on attendait de récupérer un maximum d'éléments pour le confronter à ces éléments, mais encore une fois, 5 mois, c'est quand même très long. On peut imaginer que ça prend moins de temps. Mois. Et surtout, effectivement, ils avaient quand même à disposition, enfin, ils savaient que c'était pas la première fois qu'on s'intéressait à cet homme. Et donc là, on aurait pu imaginer qu'il y avait un petit caractère d'urgence, parce qu'on est sur un profil d'un père de famille, de 2 petites filles. Donc déjà, est-ce qu'il n'y a pas là des mineurs à protéger? Et puis qui restait au contact de tout un tas d'autres enfants, puisque régulièrement, d'autres petites filles se rendaient chez lui dans le cadre de soirées pyjama. Oui, parce qu'en fait, ça part de cette idée qu'on va l'interroger tout de suite, mais il va nier, et donc c'est pas possible, autant renoncer à tout ça. Mais c'est pas vrai. Le but d'une arrestation, d'une garde à vue, c'est pas simplement d'arrêter le bonhomme, de le présenter à un juge et de le mettre en détention. C'est pas ça du tout. C'est simplement essayer de mettre à l'abri d'éventuelles autres victimes qui auraient été approchées ou inquiétées par une personne. Donc ça, c'est le rôle de la justice, d'essayer de faire en sorte que leur intervention soit non seulement efficace, mais protectrice. Il ne s'agit pas... Ça part de l'idée qu'en fait, quand on met quelqu'un en garde à vue, il faut qu'il craque tout de suite et qu'il avoue. Et si on n'arrive pas à le faire craquer et avouer, c'est c'est un échec. Mais non, c'est pas ça du tout. Oui, c'est aussi pour protéger d'éventuelles victimes. Philippe Ziandevitch, justement, vous vouliez nous en parler tout à l'heure parce qu'on se pose la question de certaines défaillances dans le suivi de cette enquête dès le départ. C'est vrai, 2017, il y a déjà donc cette interrogation finalement autour de ce profil. Quand la deuxième arrive en 2021, du coup, et 2021, cette plainte, on peut déjà se dire, là, on doit vraiment se poser les bonnes questions et peut-être creuser. Pourquoi ça n'est pas fait dès 2021, dès la deuxième fois, où finalement on est au courant quand cette dernière plainte arrive, en tout cas l'avant-dernière, celle de 2025, arrive sur le bureau des gendarmes, ils doivent quand même avoir le passif de cette personne. On se dit, il y a eu plusieurs suspicions, même si elles ont été classées sans suite. Pourquoi ce n'est pas une priorité à ce moment-là ? Mais il faut savoir, moi je suis d'accord avec ce que dit Maître Portelli, mais ce qu'il faut savoir, c'est que y a la lenteur administrative, le système juridique fait que on perd du temps. Parce que, comme vous l'avez expliqué, une plainte déposée à un endroit où l'infraction n'a pas eu lieu, il faut le transmettre au parquet d'où on dépend, qui va le transmettre au parquet compétent, etc. Donc, il y a une longueur, il y a une lenteur. Oui, mais quand il y a une urgence, on peut le transmettre même à un organisme au-dessus encore qui pourrait coopérer plus facilement peut-être ou avoir des informations plus rapidement. Il y a d'autres types de sujets, je pense au narcotrafic, où ça va beaucoup plus vite, non ? Le problème, c'est qu'il aurait fallu, comme le disait Maître Portelli, interpeller tout de suite pour mettre à l'abri d'autres éventuelles victimes et ne pas rechercher, comme l'avait précisé, qu'on attend, on est en préliminaire, on va rechercher le plus possible d'éléments qui va pouvoir être une preuve et apporter devant la personne pour qu'il puisse dire ce qu'il a fait dans ces cas-là. Mais il faut bien savoir que ce n'est plus nécessaire maintenant parce qu'on n'a pas besoin d'aller rechercher ou d'attendre. Quand on a une enquête de cette gravité, on ne perd pas de temps. On ne doit pas perdre de temps. Il faut absolument foncer. Et donc, il était à côté. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir exactement ne pas être. On a la procédure pénale. Le code de procédure pénale qui fait 3000 pages. Il faut faire attention à ce qu'on va faire avec les parquets, etc., etc. Bon, tout ça, il faudrait revoir le système juridique. Ça fait des décennies qu'on en parle. Il faudrait revoir le système juridique. La gendarmerie, pour moi, elle fait bien son boulot. On va continuer d'en parler de ces défaillances qui sont au cœur de cette disparition et de ce qu'on apprend jour après jour sur ce suspect, Jérôme Barella. En l'occurrence, effectivement, il y a la gendarmerie, il y a la justice derrière, il y a la lenteur, il y a peut-être le manque de moyens, il y a peut-être aussi le manque de volonté et de priorité. C'est le mot que vous avez vous-même employé. On y revient juste après l'essentiel de l'actualité avec vous, Valentine.